Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les régimes de retraite sur le continent, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la reconversion des retraités dans l'agriculture. Au programme également de cette émission, les manifestations politiques interdites à Kinshasa en République démocratique du Congo jusqu'à la fin du mois de décembre. Et le Nigeria se tourne vers la Russie et le Pakistan pour son armement militaire après le refus des États-Unis. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Serge Dossou Youvo, vous êtes consultant en politique de développement. Bienvenue. Merci de me recevoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Et avec nous également notre éditorialiste Daouda Tal. Bienvenue Daouda. Merci Fanny, heureux de vous retrouver autour de ce plateau et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Les manifestations politiques sont désormais interdites à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La décision émane des autorités provinciales qui la justifient par le souci de préserver l'ordre dans un contexte de fin de mandat du président Joseph Kabila, fixé au 19 décembre 2016. La même date choisie par le rassemblement de l'opposition pour manifester en faveur du départ du chef de l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. À l'approche du 19 décembre 2016, date de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, qui a été autorisé à rester à son poste jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, aucune manifestation politique n'est autorisée à Kinshasa, selon les autorités. Une décision qui, pour l'opposition, porte atteinte à la constitution du pays, qui consacre la liberté de manifestation. Si les Congolais ont voulu avoir une constitution qui respecte les droits fondamentaux et les libertés publiques, c'est un choix fait par les Congolais et qui a été fait en 1959 quand ils ont manifesté, qui a été réédité en 1964 quand on a fait la Constitution, à la conférence nationale, à Sun City et aujourd'hui. Et donc ce n'est pas un choix qui nous vient de l'étranger. L'article 26 de la Constitution congolaise stipule que la liberté de manifestation en RDC est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vu ce que nous avons vécu il y a quelque temps, les manifestations sont interdites. Parce qu'on l'a vu, on demande une manifestation pour tel itinéraire. Lorsqu'on l'a fait, on fait autrement. On demande une manifestation que l'on dit pacifique. Dans toutes les rues, on fait circuler des papiers où on appelle à un coup d'État. Parce que lorsqu'on va prendre le pouvoir par la force, c'est un coup d'État, ce n'est pas une manifestation. En RD Congo, la liberté des manifestations, cheval de bataille de l'opposition, fait face à la nécessité du maintien de l'ordre public défendu par le pouvoir. Ceci donne place à double interprétation de cette disposition constitutionnelle et c'est selon les intérêts. Une situation qui laisse croire aux observateurs de la scène politique que la crise congolaise, c'est aussi et surtout une question d'interprétation des textes. Daouda, est-ce que l'interdiction de ces manifestations politiques ne va pas justement envenimer la situation ? Oui, je le crois, Fanny, d'autant plus que ce n'est pas du tout justifié. Moi, j'adhère à la thèse selon laquelle, effectivement, ce qui est dans la Constitution, c'est un droit constitutionnel, le fait de marcher, donc de manifester, et ça doit être garanti par l'État qui est en place. Maintenant, ça risque d'envenimer la situation parce que, bien entendu, vous ne pouvez pas bâillonner les gens, les empêcher de parler, menacer leur liberté. Alors, les autorités disent que c'est pour maintenir l'ordre, sachant que la fin du mandat, en tout cas la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila est le 19 décembre 2016 et qu'il risque justement d'y avoir des débordements. Vous ne pensez pas que c'est une justification qui se tient ? Non, pas du tout. Parce que toute manifestation peut être sujette à des débordements. C'est garanti par la Constitution. L'idée qui est derrière, dans l'esprit de ce principe qui est reconnu un peu partout dans tous les pays, qui est issu aussi de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux dire, c'est à l'État de garantir les conditions
nécessaires pour que les gens puissent marcher, manifester dans la sécurité. C'est à l'État de se doter les moyens. L'État détient le monopole de la violence légitime. Donc les gens doivent marcher. Maintenant, c'est à l'État d'encadrer. Mais si la police congolaise n'a pas les moyens pour bien encadrer cette manifestation, pour pas que ça déborde, ça c'est autre chose. Mais dans l'esprit de ce principe, la liberté de marcher, c'est que vous déclarez, c'est un régime déclaratif. Vous ne demandez pas l'autorisation, vous dites je vais faire ça. Après, c'est à l'État, au gouvernement de garantir, d'organiser tout cela pour pas que ça déborde. Et puis, les forces de sécurité sont là. Il ne s'agit pas de tirer sur les populations. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses manières qui existent, des moyens pour pouvoir contenir les foules sans commettre des meurtres, sans commettre des exactions. Donc là, en l'occurrence, le pouvoir congolais confesse sa faiblesse vis-à-vis de sa capacité à encadrer pacifiquement une manifestation, une marche. Serge Dossouyou, que pensez-vous de cette décision des autorités congolaises d'interdire ces manifestations politiques? Est-ce qu'il y a une atteinte au droit de manifester? Moi, je ne suis pas complètement d'accord, même si je reconnais la légitimité du droit de manifester. Mais il y a un adage populaire qui dit que quand on ne peut pas imposer à quelqu'un de vous respecter, vous ne devez pas lui donner de moyens ou d'opportunités de vous manquer de respect. Je crois que les autorités de l'opposition également ont pour devoir d'éduquer les populations qui marchent sous leur bannière. Il n'y a pas que le Congo. Récemment, je me souviens très bien, en France, il y a eu des manifestations qui ont d'abord été interdites, après négociation, ont été recadrées, les itinéraires ont été redéfinis et la manière dont ça devait se passer a été organisée entre les deux parties. Il ne faut pas mieux encadrer les manifestations que de les interdire? Oui, il faut avoir quelqu'un en face. C'est-à-dire que si on n'a pas l'assurance que l'opposition saura tenir ses troupes, et qu'on a l'impression que la manifestation peut déborder et devenir incontenable, c'est peut-être aussi un principe de précaution. Ce que je dis n'est pas pour dire que interdire la manifestation est la meilleure solution, mais pour discuter, il faut être deux. Et si on n'a pas les moyens ou on n'a pas le sentiment qu'on peut arriver à encadrer la manifestation, c'est peut-être un principe de précaution que de dire on ne l'autorise pas. Ça peut amener également la partie adverse à la table des négociations pour qu'on discute ensemble, pour dire voilà, vous voulez manifester, pourquoi, quand, dans quel itinéraire et comment est-ce que vous pouvez nous assurer que ceux qui vont marcher sous vos bannières vont respecter les consignes que vous leur donnerez. Donc en fait, après, c'est une question d'interprétation. L'État peut se cacher derrière le fait qu'il ne maîtrise pas la manière dont la manifestation va se dérouler, mais l'opposition également peut se cacher derrière le même article de la Constitution et dire « nous avons le droit de manifester sans garantir que tout peut bien se passer ». Daouda, vous comprenez ce principe de précaution ? Je comprends le principe de précaution, mais là où on n'est pas d'accord, effectivement, c'est sur le fait qu'il y a bien un interlocuteur en face. La preuve, la marche a été interdite par le gouverneur. Quand il y a interdiction, c'est qu'on vous a sollicité, qu'on vous a informé tout au moins et vous interdisez. Donc, voilà, c'est le rassemblement de l'opposition qui a déposé la demande. Voilà, donc il y a bien un interlocuteur en l'occurrence et donc c'est une interdiction manifeste. Je peux comprendre qu'on puisse modifier un itinéraire, conseiller de passer par un certain itinéraire à la place de celui qui était prévu initialement pour des raisons de trouble à l'ordre public par exemple. Ça peut se comprendre. Oui. Mais ça ne veut pas dire interdire définitivement cette manifestation qui a été déclarée. Je rajouterai pour terminer là-dessus que finalement, et d'ailleurs, le gouvernement, il parle de coup d'État. Moi, je ne vois pas de risque de coup d'État. Des fois, et des fois, ils sont provocateurs aussi. Pourquoi ? Parce que c'est à l'opposition de prendre la main et de dire bon, vous ne pouvez pas interdire. Pour l'instant, la manifestation est interdite, mais les opposants ne sont pas interdits de s'exprimer. La preuve, parce qu'on les a vus dans le sujet qui a été diffusé tout à l'heure, c'est à eux de dire non. Voilà, c'est la manifestation du 19 décembre qui est interdite. Oui, tout à fait. Rapidement, Daouda. Rapidement, parce que quand on dit interdiction pour X raisons, par exemple, là, en l'occurrence, au risque de coup d'État, mais je veux dire, il faut aussi que le gouvernement démontre que ce risque est avéré. Est-ce que des armes ont été trouvées parmi ceux qui allaient manifester? Est-ce que, voilà, aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a que des paroles. Donc moi, je reste convaincu que cette marche doit être pacifique, autorisée et encadrée par l'État.
Merci. Dans l'actualité également, le Nigeria s'est finalement tourné vers le Pakistan et la Russie afin d'obtenir l'armement aérien nécessaire dans sa lutte contre le groupe Boko Haram. Il y a quelques mois, le président Muhammadu Buhari, lors d'une visite officielle aux États-Unis, avait essuyé un refus quant à sa volonté d'acheter des armes et des avions pour lutter contre le terrorisme. Corinne Candem. L'armée de l'air nigériane acquiert de nouveaux avions de guerre russes et pakistanais. Suite au refus des États-Unis, le Nigeria s'est tourné vers la Russie et le Pakistan afin d'obtenir les hélicoptères et les avions de guerre dont les forces armées nigérianes ont besoin pour vaincre le groupe terroriste Boko Haram, qui sévit notamment dans le nord-est du pays. Les États-Unis avaient justifié leur refus en pointant les présumées exactions commises par l'armée nigériane et le non-respect des droits de l'homme. Nous avons reçu le soutien d'autres pays. Parfois, l'obtention d'armes est compliquée à cause de beaucoup de politique. Malheureusement, je ne suis pas un politicien, donc je ne peux dire grand-chose par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que nous recevrons bientôt le chef du personnel aérien pakistanais au Nigeria. Le Pakistan a accepté de nous vendre 10 avions d'entraînement. Jusqu'ici, l'armée de l'air nigérienne a envoyé plus de 700 soldats de la Nigerian Air Force en formation en Égypte, au Pakistan, en Chine, au Royaume-Uni, en Russie et aux États-Unis. L'objectif principal étant de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires afin de créer un environnement propice pour mener des attaques terrestres et aériennes efficaces contre le groupe terroriste. La nouvelle puissance de feu du Nigeria va permettre à son armée, à son aviation, de venir à bout de la menace de Boko Haram qui reste très active, qui reste très efficace malgré tout ce qui est dit. Il faut se rappeler que depuis que Boko Haram n'a plus conquis du territoire, depuis que la force mixte nationale a pu libérer des zones occupées au nord-est du Nigeria, Boko Haram est toujours très actif. Et il manquait au Nigeria justement cette puissance de l'aviation pour venir à bout des insurgés qui sont notamment enterrés dans la forêt de Sambisa. Sambisa n'étant pas perméable par le sol à cause des marécages, c'est grâce aux opérations aériennes que l'armée du Nigeria pourra éventuellement phagocyter l'insurrection qui s'est repliée dans cette forêt-là. Dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, le Nigeria veut mettre tous les moyens nécessaires à la réussite de ses opérations. La Nigerian Air Force assiste actuellement l'armée nigériane et la marine dans sa lutte contre la menace terroriste au nord et au sud de l'État fédéral. Daouda, les États-Unis avaient exprimé un refus au Nigeria concernant l'achat de cet armement, en justifiant ce refus par des exactions commises par l'armée nigériane. Est-ce que c'est un argument qui se tient ? Non, je ne crois pas, à moins que l'administration américaine soit restée dans l'ancien régime, on va dire, avec Goodluck Jonathan. C'est vrai qu'à l'époque, le président d'alors avait quand même beaucoup été critiqué vis-à-vis de son armée par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et je pense que c'était pas une armée disciplinée, l'armée nigériane, à l'époque de Goodluck Jonathan. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie aussi qu'ils ne sont pas arrivés à faire des efforts considérables dans la lutte contre Boko Haram. Là, il y a une nouvelle donne. Le président Buhari a quand même fermement remanié l'armée. Des généraux ont été nommés au poste de commandement centraux. Enfin, il a fait un remaniement au niveau de l'état-major. Donc, je pense qu'il y a des hommes de confiance qui sont là et qui sont en train de faire leurs preuves sur le terrain. Donc, à mon avis... Surtout que Boko Haram a bien reculé déjà au Nigeria. Oui, Boko Haram a bien reculé, même s'il faut rester prudent. Mais effectivement, il y a eu quand même quelques victoires de l'armée nigériane par rapport à cette nouvelle politique militaire de Muhammadu Buhari. Et puis, bon, je pense que le Nigeria ne doit pas reculer dans sa volonté d'acquérir des armes. La défense, c'est important. Je suis contre les guerres, bien entendu. Mais par contre, il y a un principe, on parle souvent de souveraineté en Afrique. La souveraineté
souveraineté, l'une des manières les plus importantes de garantir sa souveraineté dans le monde d'aujourd'hui, qui est si violent, quand même, faut le dire, avec de nombreuses crises, terrorisme, etc., c'est de pouvoir avoir la capacité d'assurer sa propre défense. Ça passe par l'armement, l'acquisition d'armes. Et donc, je pense que le Nigeria est aujourd'hui une puissance à la fois économique et militaire en Afrique, et elle mérite bien de pouvoir assurer la défense de son territoire. Au-delà même du Nigeria, d'autres pays africains devront suivre l'exemple. Serge Dossouyou, que pensez-vous du fait que le Nigeria soit obligé d'aller demander à la Russie et au Pakistan après un refus des États-Unis? Moi, je crois que c'est complètement légitime. Obligé, je ne dirais même pas obligé. Quand vous avez un fournisseur qui ne veut pas vous satisfaire, vous vous tournez vers ceux qui sont capables de vous alimenter. Et je dirais, ce n'est pas une manière de blâmer les États-Unis, parce que chacun a ses raisons. Peut-être que le président Obama, en fin de mandat ou en fin de mandat, ne veut pas s'engager dans des considérations qui pourront entacher ensuite tout ce qu'il aura fait, ne pouvant pas contrôler exactement comment seraient utilisées les armes et tout ça. Vous savez comment il y a des questions politiques, des questions diplomatiques qui encadrent tout ça. Mais le Nigeria a le droit de se défendre. Comme vous le disiez tout à l'heure, Boko Haram a sérieusement reculé. Et ça, c'est du fait des actions nouvelles qui ont été entreprises depuis que le président Buhari est arrivé. Donc, c'est son droit légitime de se tourner vers les prestataires qui peuvent l'accompagner dans sa volonté sincère de lutter contre le terrorisme. Daouda, très rapidement, une fois encore, la Russie vient en aide directement à un pays africain après le Cameroun. Dernièrement, il y a le maréchal Haftar de Libye qui est également parti demander de l'aide à Vladimir Poutine. Il y a une stratégie de la Russie en Afrique? Oui, je pense qu'on est dans un monde globalisé et la Russie sait très bien que la guerre froide est finie, le mur de Berlin est tombé depuis très longtemps et donc aujourd'hui les pays africains ne sont plus la chasse gardée des Occidentaux et du coup en matière de diplomatie, on le voit, plus vous avez des amis, des alliés, plus votre voix compte quand vous êtes un grand pays comme la Russie. Et je pense que c'est ça la stratégie de la Russie. Mais bon, pourquoi pas, il faut diversifier. Moi, je ne suis pas contre coopérer avec la Russie, la Chine. Mais ce serait plutôt un bénéfice ou un risque pour les pays africains? Je ne vois pas de risque immédiat parce que la Russie n'a pas manifesté sa volonté d'annexer quelque territoire que ce soit jusque-là. Maintenant, on peut être prudent sur le respect des droits de l'homme en Russie par moment. Mais je ne vois pas véritablement de risque. L'important, c'est que ce soit des relations équilibrées. Merci. Nous allons marquer une courte... N'oublions quand même pas qu'il y a un terrain de mésentente entre la Russie et les autres puissances concernant l'Iran. Donc forcément, s'il y a un autre sujet, un autre terrain sur lequel il peut prendre l'avantage, ça aussi, ça peut rentrer dans une stratégie, on va dire, diplomatique aussi. Merci. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.